Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit. Toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Le Sud-Est balayé par des trompes d'eau fatales à 2 hommes le week-end dernier. Un lourd bilan dans le Var, des inondations aussi dans le Gard. Reportage à suivre. Nous ouvrirons une page élection municipale. Le candidat d'hiver gauche, Philippe Sorel à Montpellier, ou le maire UMP Jean-Claude Gaudin à Marseille. La campagne électorale s'accélère pour ces candidats. Grand Littoral se dote d'une arme anti-braquage. Ces commerçants marseillais vont vaporiser un gaz qui permettra de confondre les malfaiteurs. Et des détenus de la prison de Béziers primés, ils ont reçu leur diplôme ce matin. Un CAP qui leur permettra de se réinsérer plus facilement. Après les Bouches-du-Rhône et le Gard, l'alerte orange aux crues est maintenant levée dans le Var. C'est enfin l'accalmie après les trompes d'eau qui se sont abattues sur la Provence. Plus de 1500 personnes ont été évacuées dans le département varois. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s'est rendu sur place aujourd'hui, notamment dans la ville de Lalonde, où les dégâts sont très importants. Le Premier ministre a promis qu'un arrêté de catastrophe naturelle sera pris prochainement dans le département. Ici, on voit un élan de solidarité extraordinaire autour du maire et de son équipe, de ses services. Heureusement, parce que la situation est dramatique pour beaucoup de gens. Ce sont des maisons qui sont touchées, des habitations, des activités qui sont détruites. Il y a un immense effort à faire pour remettre tout ça en marche. Et maintenant, il faut préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, c'est créer les conditions d'une indemnisation le plus rapide possible. Dans le Gard, la vigilance orange a été levée à 16h cet après-midi. Une vigilance crue qui concernait le Rhône, d'Avignon à la mer. Le pré de Beaucaire a par exemple été inondé. Une nouvelle fois, le casino s'est retrouvé les pieds dans l'eau, comme a pu le constater Olivier Michel. Gonflé par ses affluents, Gardon, 16, Ardèche ou Durance, le Rhône a atteint son pic de crue entre 2h et 8h du matin, avec un débit de 6700 mètres cubes secondes, plus qu'en 2009, mais bien moins qu'en décembre 2003, crue de référence avec 11 700 mètres cubes secondes. De quoi donc inonder le pré beaucairois, mais pas de quoi perturber ses habitants. Il y a 15 cm d'eau, là, donc ça passe en vélo, on passe, pas de problème. C'est très très rare quand on ne le voit pas au moins une fois tous les 2 ou 3 ans. Hein. Il n'y a pas beaucoup de flotte, on n'a pas à se plaindre. En 2003, on touchait l'eau là, pour voir la hauteur qu'il y a eu en 2003. Des habitants coutumiers du fait et confiants. Dès 1856, une digue a été érigée et aujourd'hui, un système d'alerte téléphonique a été mis en place avec la fermeture de portes colossales, un système déclenché hier à 15h30. On a la préfecture donc qui nous avertit sur le bassin de crue, donc il y a l'informatique qui marche aussi, donc on recoupe tout ça et à 4200, 4300, donc on donne le feu vert pour fermer les portes. Donc la télé-alerte se met en route bien avant et donc à partir de là, les gens viennent et je suis satisfait. Les 120 voitures donc qui étaient garées, qui n'avaient pas eu le temps de s'enlever, il n'y en a eu plus que 35, donc on a enlevé et vous voyez, il n'y a pas eu de grabuge sur les voitures. Lancé dimanche soir, la vigilance orange a été rabaissée par le service des crues à 16h sans avoir causé de dégâts notables. Dans un peu plus de 2 mois, ce sera le premier tour des élections municipales. C'est l'heure d'ouvrir notre page municipale. Et on va d'abord à Marseille, où le sénateur maire UMP a présenté ses vœux à la presse ce midi. Jean-Claude Gaudin est déterminé à décrocher un 4e mandat, alors qu'un 2e sondage le donne au coude à coude avec le candidat socialiste Patrick Mennucci au second tour des élections. Des vœux sous forme de petites phrases ce midi. Pendant plus d'1 heure et demie, il a été question de la place du maire, du cumul des mandats ou de la semaine de 4 jours. On ne peut pas dire que tout va mal, que tout est pourri. C'est tellement facile de prendre un exemple, ici ou là, de quelque chose qui n'a pas bien marché. Sauf qu'il faudra quand même que vous fassiez attention. Quand c'est des ordures ménagères, c'est plus Gaudin, c'est la communauté urbaine. Quand c'est les flics, cette nuit, il y a quelque chose, je crois. La police d'État, c'est pas Gaudin, c'est le gouvernement socialiste aussi. Quand vous êtes au Parlement, si vous êtes à l'Assemblée nationale ou au Sénat, d'abord les ministres ils sont tout le temps là. Donc vous les croisez dans le couloir, vous pouvez parler avec eux. Deuxièmement, ils ont des collaborateurs qui ont les grandes oreilles. Ensuite, vous pouvez les interpeller en public. Et si vous gassaillez un peu un ministre, en plus devant le Premier ministre, j'aime autant vous dire que votre dossier sera réglé vite fait. Si on fait l'école le mercredi,
À Montpellier, le candidat d'hiver gauche Philippe Sorel, exclu du PS, a clarifié ce matin sa position par rapport à la tête de liste UMP, Jacques Domergue. Il y a 8 jours, un sondage commandé par l'UMP et publié par Midi Libre indiquait que le duo Sorel-Domergue pourrait gagner la mairie en cas de triangulaire ou de quadrangulaire. Duo que rejette à présent fermement Philippe Sorel. Un problème de tête de liste et d'état d'esprit. Écoutez. Et comment voulez-vous que le socialiste que je suis soit derrière un leader UMP? Depuis quelques jours, il dit qu'il est prêt à me laisser la mairie et lui prendre l'agglomération. Si tel était le cas, pourquoi n'a-t-il pas prêché depuis le début de sa campagne, comme moi, le pouvoir partagé, ville et agglo? Des vers et des chenilles découverts dans des repas qui devaient être servis ce midi aux écoliers marseillais. La ville de Marseille demande ce soir un audit. Sont visés le circuit d'approvisionnement et la chaîne de production alimentaire de la cuisine centrale de la société Sodexo qui distribue ces repas. Demain, les représentants du personnel de restauration scolaire seront reçus par la ville et ils sont très remontés car ce n'est pas la première fois. C'est ce que nous dit la représentante force ouvrière du personnel des cantines de Marseille, Evelyne Michel. Ça s'est produit 3 à 4 fois sur les écoles. 3 à 4 fois, ils ont jeté les menus et ont servi des menus de substitution, des stocks SOS, des boîtes de conserve. Alors il y a un mécontentement également des parents qui payent pour une alimentation, un certain menu, et ils se retrouvent avec des raviolis en boîte pour leurs enfants. À mon avis, c'est pas très agréable et ça, je le reconnais. Mais c'est surtout pour le personnel qui, au moment du repas, elles n'ont rien du tout à manger. Sa frégate Lafayette était surnommée le bateau de l'enfer. Le capitaine de vaisseau, Éric Delpoule, est aujourd'hui reconnu coupable de harcèlement moral par le tribunal correctionnel militaire de Marseille. Sous son commandement, son maître d'hôtel, le sous-officier marinier Sébastien Vanck, s'est pendu en juin 2010 à bord du navire alors au large de la Sicile. La justice le condamne aujourd'hui à 1 an de prison avec sursis et à 100 000 € d'amende. Un reportage signé Marguerite Kioch. Les larmes et le soulagement de la mère de Sébastien Vanck, 3 ans et demi après le suicide de son fils. Cette fois encore, au tribunal, le commandant Éric Delpoule n'aura pas un mot pour la famille de la victime. La condamnation n'est absolument pas satisfaisante. Le tribunal s'est laissé aller des condamnations sans aucune preuve et nous nous réservons le droit de relever appel de ce jugement. Pour la famille, l'important est que la justice ait reconnu Sébastien comme victime des agissements de son supérieur. Pendant des semaines, le jeune officier enchaînait les journées de 15 heures de travail et était devenu le larbin du commandant Delpoule. Il ne recommencera plus, c'est surtout ça que je voulais. Que ça soit reconnu et qu'il ne recommence plus sur un autre bateau, qu'il n'ait plus l'occasion de commander, de martyriser n'importe quel marin qui soit à son bord. Au cours de l'enquête, de nombreux marins avaient témoigné d'une ambiance exécrable sur la frégate Lafayette et d'un commandant qui se comportait comme un tyran. Un des rares scandales au sein de la Grande Muette qui a pu éclater au grand jour. Deuxième règlement de compte de l'année dans la région marseillaise. Un homme de 30 ans a été tué d'une rafale de Kalachnikov hier soir alors qu'il conduisait une voiture volée avenue de Verdun. Une Kalachnikov a été retrouvée sur les genoux de la victime qui était connue des services de police. Parce qu'ils veulent dissuader les braqueurs, les commerçants marseillais du centre commercial Grand Littoral se sont équipés d'un nouveau dispositif de dissuasion. Il est installé aux entrées de la galerie. Un système britannique testé depuis 3 ans en France qui asperge les malfaiteurs d'un produit indélébile. Les explications de Romain Péric. Cet homme est en train de tester le tout nouveau système de sécurité de ce centre commercial. Cette fine pluie incolore et inodore est indélébile. C'est un traceur chimique, invisible à l'œil nu, mais une fois passé aux ultraviolets, il révèle une couleur jaune fluo. Dans ce produit, au-delà d'être invisible à l'œil nu, il a aussi un code unique à l'intérieur qui va permettre, sur une durabilité longue, de tracer le passage d'un individu. On saura qu'il était à tel endroit, puisque chaque site protégé a son propre code unique. Sur la peau, ces traces vont rester 6 à 8 semaines, plusieurs mois sur les poils et les cheveux et jusqu'à 5 ans sur les objets, et aucun produit ménager ne peut l'effacer. Mais comment ça marche? Les forces de l'ordre vont faire un prélèvement sur les vêtements, sur la peau, sur les objets, si l'individu a des armes, des choses comme ça.
On va les envoyer au laboratoire de la gendarmerie nationale qui va décrypter le code, qui va redonner au service interpellateur de la police ou de la gendarmerie, et ce service va faire une réquisition à Smartwater pour avoir l'origine du code. Nous, en tant que service de police, on ne peut que souhaiter que d'autres centres commerciaux le fassent, dans la mesure où, tant en termes de prévention qu'en termes d'élucidation, il y a un plus, et un plus important, qui apparaît. Ce centre commercial a été victime de 2 braquages à main armée en 2013. Ici, chacune des 10 portes d'accès est protégée par un code unique. Un investissement de près de 100 000 €. À Marseille, aujourd'hui, avec ce centre commercial, seulement 3 établissements sont équipés de ce système qui a fait ses preuves en Grande-Bretagne, avec une baisse de l'ordre de 80% de braquages. Apprendre un métier en purgeant sa peine pour trouver un emploi une fois sorti de prison. C'est l'esprit du programme de formation lancé au centre pénitentiaire de Béziers. Ce matin, 17 détenus ont donc reçu leur diplôme de niveau CAP qui valide 6 mois de cours. Un moment fort qu'a suivi Marlène Mec. Pour certains, c'est le tout premier diplôme de leur vie. Ce matin, dans la salle commune du centre pénitentiaire, lors d'une petite cérémonie, 17 détenus ont reçu le précieux sésame, l'aboutissement de 6 mois de formation rémunérée, plus 3 mois de préparation pour certains, et pour la plupart, la concrétisation d'un projet professionnel. J'ai continué pour perfectionner au niveau de paysagiste, pour pouvoir subvenir aux 2 formations égales, pour pouvoir rentrer dans les campings ou tout ce qui est jardinerie dans les hôtels et tout ça. C'est quand même un investissement de 8 à 10 mois pour arriver à l'objectif, donc vraiment un investissement important, beaucoup de courage. Entretien du bâtiment, des espaces verts ou nettoyage professionnel. Pendant 6 mois, les stagiaires sont en formation tous les jours de la semaine à partir de 7h30, un rythme soutenu pour apprendre un métier, mais pas seulement. C'est une formation qui est difficile, c'est pour ça qu'on fait une présélection à l'avance, pour voir vraiment les gens qui sont motivés. Parce qu'après ils ont tous les outils, le matériel et les matériaux nécessaires, par contre c'est la volonté. Par rapport aux habitudes qu'ils ont, mauvaises habitudes, je dirais qu'ils ont prises, que ce soit en milieu pénitentiaire, que ce soit à l'extérieur, peu importe, le stagiaire a toujours des habitudes qu'il faut contrecarrer. C'est pour ça qu'on pousse à l'autonomie très rapidement. Ben oui, ça nous prépare pour notre sortie, ça nous habitue déjà à une vie normale, quoi. Le centre pénitentiaire du Gasquinois compte plus de 900 détenus. Une centaine postulent pour ces 3 formations professionnelles qui comptent 36 places seulement. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images avec Samia Belbachir. Le procès de l'affaire Zaya s'ouvre aujourd'hui. Après un faux départ en juin pour raison de procédure, le tribunal correctionnel de Paris doit juger les footballeurs Franck Ribéry et Karim Benzema en leur absence. Les 2 sportifs sont accusés d'avoir eu recours au service d'une prostituée mineure et risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. De son côté, Maître Vaconzin, l'avocat de Zaya, a indiqué que sa cliente avait demandé la relaxe des joueurs. Le procès d'Alain Pénin, multirécidiviste, débute aux Assises du Nord à Douai aujourd'hui. L'homme déjà condamné pour viol a reconnu le meurtre de la joggeuse Natacha Mongel près de Marc-en-Barœul en septembre 2010. La victime avait été retrouvée morte avec une centaine de coups de tournevis dans le corps. 3250 personnes tuées sur les routes en 2013, c'est encore trop et en même temps 11% de moins qu'en 2012. Jamais le nombre de morts sur les routes n'avait été aussi bas en France. Des chiffres révélés ce matin par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls lors d'une présentation du bilan annuel des accidents de la route. Au total, ce sont plus de 400 vies qui ont été épargnées par rapport à 2012. PSA Peugeot Citroën enregistre une baisse de 4,9% de ses ventes en 2013. Le constructeur automobile accuse ses faiblesses en Europe et l'interruption de ses livraisons vers l'Iran. Peugeot Citroën vient de voir se concrétiser l'entrée au capital de l'État et du constructeur automobile chinois Dongfeng. Un accord qui permet l'augmentation de capital de 3 milliards d'euros destiné à aider le groupe français à inverser la tendance.